Bonjour les sixièmes, je vais avec grand plaisir de vous retrouver et nous allons attaquer aujourd'hui un nouveau thème qui s'intitule la Rome antique. Cette Rome antique, on va la voir en différents types de chapitres et dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la République romaine. Cette République romaine, on va l'étudier dans ce qui est la réalité historique, dans tout ce que l'archéologie ou les textes ont pu nous trouver, mais on va aussi se servir en grande partie de la mythologie. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de voir dans ce chapitre comment la plupart des cultures, durant l'Antiquité et même au Moyen-Âge, vont généralement se doter de mythes fondateurs pour expliquer pourquoi et comment une ville ou une société est apparue et a pu se développer. Et généralement, pourquoi cette société ou cette ville est devenue aussi puissante, aussi importante. Si vous regardez bien, à peu près toutes les sociétés se dotent de mythes fondateurs, mais nous allons voir celle de la ville qui a dominé le monde durant toute la fin de l'Antiquité, une toute petite ville de rien du tout, qui était ce qu'on appelait une urbs, un mot latin qui a donné le mot urbain, donc l'habitant de la ville, et comment cette toute petite ville va finir par contrôler un espace territorial, un empire territorial qui va couvrir toute la Méditerranée, qui sera le cœur du monde à cette époque. Cette ville, vous l'avez compris, elle s'appelle Rome. Alors Rome, si on s'intéresse à elle, il faut réaliser que, initialement, il faut attendre le 8e siècle avant Jésus-Christ pour voir les premiers hommes s'installer sur le site de Rome. Pourquoi ici? Vous allez me dire. Tout simplement parce qu'il y a une rivière, le Tibre, un fleuve exactement. Et il y a des collines, c'est-à-dire que même si le fleuve rentre fréquemment en inondation, s'il y a des marécages, si c'est un peu malsain, si vous vous souvenez un petit peu de vos cours qu'on a fait sur le fait d'habiter sur certaines zones en hauteur, on va avoir l'intérêt de pouvoir s'installer en haut de la colline pour être au-dessus des moustiques, au-dessus des zones nauséabondes, au-dessus des inondations. Mais aussi, si on est en hauteur, on peut voir les ennemis loin, on peut se défendre beaucoup plus facilement. Bref, la vie est plus simple. Petit à petit, les 7 collines qui sont à côté du Tibre vont commencer à être occupées. La toute première, c'est la colline du Palatin. C'est là qu'on a retrouvé les toutes premières traces des toutes premières cabanes. Alors elles n'existent plus ces cabanes, mais on a retrouvé les trous des poteaux installés un petit peu partout. Si vous regardez le document, on a ici une reconstitution qui nous montre finalement les trous de poteaux, la structure en bois. On vous l'a faite de façon incomplète pour que vous puissiez justement voir les éléments de la structure, mais l'archéologie nous a permis de distinguer qu'un peuple s'est installé sur place. Par contre, il ne faut pas rêver, ce sont principalement des communautés de cultivateurs, d'éleveurs, qui vont, qui viennent, qui ne sont pas là en permanence. Il va véritablement falloir attendre le 6e siècle pour qu'un peuple vienne s'installer sur place. Il s'appelle les Étrusques, ce peuple. Et il va s'installer sur un petit peu chaque colline. C'est-à-dire qu'on va avoir environ 7 gros villages qui vont se développer. Même si celui du Palatin reste le plus important. Là encore, pour eux, c'est intéressant, meilleure défense, de l'eau à proximité. Et on a donc des gens qui vont s'installer sur l'Aventin, sur le Palatin, sur l'Esquilin, sur le Caelius, sur le Capitole, sur le Viminal et le Quirinal. C'est ce que vous aviez dans l'exercice pour aujourd'hui. Malgré tout, la ville se développe petit à petit. Ce qui fait que les communautés ne sont pas en contact facilement. Et si vous vous souvenez ce qu'on a fait depuis le début de l'année, nos communautés, l'idéal, c'est qu'elles aient un endroit central sur lequel elles peuvent se réunir pour faire des marchés. Donc, les Étrusques vont être importants dans la ville de Rome pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils vont mettre des fortifications autour des collines pour défendre la communauté, avec un espace beaucoup plus vaste que la ville originelle pour faire des cultures, pour pouvoir vivre et en cas de siège, pouvoir se défendre. Il reste encore de nos jours des traces finalement de ces anciennes fortifications. La deuxième chose extrêmement importante, c'est que ces Étrusques, même si c'est un peuple qu'on connaît encore relativement mal par rapport aux Romains ou aux Grecs, on sait que ce sont eux aussi de grands constructeurs. Ils vont assainir tout l'espace qui est situé entre les collines, qui est un espace de marécage, un espace finalement assez fangeux. Ils vont drainer, c'est-à-dire enlever le surplus d'eau, en créant le tout premier égout, qui s'appelle le Cloaca Maxima. Dans ce Cloaca Maxima, finalement, on va récupérer les eaux en surplus. C'est là aussi que les habitants de la ville vont jeter leurs eaux usées, ce qui va permettre petit à petit, finalement, de rendre sec l'espace, de le rendre propre à la construction. Ce Cloaca Maxima est très important
il a servi pendant des siècles. De nos jours encore, une partie des systèmes d'égouts de Rome se servent de l'ancienne structure. Et en plus, elle n'était pas totalement inutile, parce que comme on y jette toutes les eaux usées, etc., au bout du Claoca, quand ça arrive au niveau du Tibre, c'est des zones qui sont assez grasses, des eaux grasses, ce qui fait que les poissons sur place étaient bien nourris avec les déchets qui étaient jetés par les habitants de la ville, et notamment les anguilles, ont été très friands de la population, ce qui fait que ça leur donne une source d'approvisionnement supplémentaire. Ils vont pouvoir construire un marché en plein milieu, et la ville va pouvoir se développer en bas des collines, dans les zones nouvellement construites. Alors ce marché, il s'appelle un forum. Vous connaissiez le terme d'agora chez les Grecs, maintenant il va falloir que vous compreniez le terme de forum chez les Romains. Alors normalement, par l'informatique, avec les forums de discussion, vous savez ce que ça peut être. C'est un endroit où on se rassemble pour faire du commerce, et on y reviendra pour faire aussi de la politique. Le site de Rome, il a failli ne pas exister, pour une raison toute bête. Si vous regardez la carte, vous voyez bien que là où est installée la ville de Rome, on est situé au carrefour de trois grands peuples. Au nord, les Étrusques, et au sud, les Carthaginois, qui habitent normalement en Afrique du Nord, et les Grecs, qui se sont installés dans la Grande Grèce, c'est-à-dire le sud de l'Italie. Donc être en plein milieu de ces trois puissances, c'était relativement dangereux. Ça aurait pu pousser chacune des trois puissances à vouloir envahir le territoire. Et pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit, parce que si on réfléchit bien, si on est situé au carrefour de plusieurs peuples, on sert de tampon. C'est-à-dire qu'on peut très bien jouer sur le fait que tant que j'existe, vos puissants voisins ne pourront pas vous attaquer puisque je suis au milieu. Ça vous protège sur un front. Ça veut dire aussi que c'est un endroit où vous pouvez faire de la diplomatie. Et enfin, le plus important, c'est l'endroit où vous pouvez commercer vos productions, même pendant les moments où vous êtes en guerre. Ce qui fait que cette ville va se développer petit à petit, en se servant des richesses, en se servant des connaissances des trois peuples qui l'entourent, et se renforcer petit à petit. C'est comme ça, finalement, que l'archéologie nous a appris à comprendre comment s'était forgée la ville de Rome. Elle aura une grande histoire en tant qu'Étrusque, certes, mais c'est un peuple mélangeant des Étrusques et surtout des Sabins ou des Latins qui vont petit à petit permettre à cette ville de se constituer, de prendre de l'influence et, à mesure qu'elle prend cette influence, de grignoter de nouveaux territoires jusqu'à ce qu'elle arrive à faire la conquête de toute l'Italie, en supplantant les trois autres peuples. Mais je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la plupart des cités, la plupart des sociétés vont généralement se doter d'un mythe fondateur. Et nous, on va essayer de s'intéresser à ce mythe fondateur, pas juste parce qu'on aime la mythologie, même si je sais bien que quand je raconte des histoires, ça vous plaît bien, mais aussi pour pouvoir comparer la réalité et la mythologie. Voir que la mythologie ne se construit jamais sur rien. Il faut toujours qu'il y ait une base autour pour pouvoir la construire. Alors pour ça, on va repartir un petit peu sur nos souvenirs du monde grec et de la guerre la plus importante de l'histoire grecque, si vous vous souvenez bien, la fameuse guerre de Troie. Alors nous, on avait laissé cette histoire avec le cheval de Troie, Ulysse et ses compères qui ouvrent les portes de la ville de Troie est ravagée, les femmes sont déportées comme esclaves, la population est massacrée. Mais je vous avais expliqué qu'un petit groupe d'hommes va s'enfuir. Et parmi ces hommes, il y en a un qui s'appelle Énée. Énée va guider ses compagnons, les survivants, pour essayer de trouver un nouveau territoire pour construire une nouvelle cité. Simplement, partout où il va, il y a déjà des Grecs ou il y a déjà d'autres populations. Si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé du règne de Didon, cette grande reine qui a fondé Carthage. Énée va passer sur son territoire, va continuer sa route, et beaucoup de villes de nos jours prétendent avoir été fondées par Énée. Londres, Paris par exemple, ou tout bêtement une ville française qui s'appelle Troyes en Champagne. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Énée, qui va finir par aborder sur les côtes italiennes? Tout simplement parce que la mythologie lui a donné un statut particulier. C'est un héros. Alors si vous vous souvenez bien, pour être un héros, il faut être le fils d'un ou d'une mortelle, ici c'était Anchise, et il faut être le fils aussi d'un ou d'une déesse, ici c'est Aphrodite, la déesse de l'amour, que les Romains appelleront Vénus. Donc Énée est un demi-dieu, un héros, donc quelqu'un qui est destiné à faire de grandes choses. Et à mesure qu'il emmène ses compagnons, il va leur permettre de fonder une nouvelle cité en Italie, en s'associant dans un premier temps avec le roi des Latins. Donc on voit déjà qu'on retombe un petit peu sur nos personnages. Il fonde une cité, son fils lui succède, son fils a le surnom de Iule.
ce qui explique pourquoi Jules César, de la famille des Julii en français ou des Iulii, prétend descendre directement d'Énée. Il fonde une cité, ses successeurs se poursuivent, finalement jusqu'au XIIIe roi. Au XIIIe roi, il va y avoir une opposition entre deux frères, Numitor, le roi officiel, et Amulius, son jeune frère, qui possède l'argent mais qui n'a pas le titre de roi, qui va se débarrasser de son frère et va tuer tous ses neveux. La seule personne qu'il va conserver au sein de la famille, c'est sa nièce Rhea Silvia. Par contre, pour être sûr qu'elle ne lui pose aucun souci, il va l'obliger à devenir une vestale, une prêtresse de Vesta, c'est-à-dire Hestia, chez les Grecs. Les vestales, chez les Étrusques, chez les Latins, puis chez les Romains, ce sont des femmes extrêmement particulières. Ce sont les seules à être considérées comme l'égale des hommes. Elles ont le droit de conduire un char, elles ont le droit de posséder une terre, de gérer les terres, elles ont le droit d'accorder la grâce, donc la liberté, à quelqu'un qui serait condamné. Elles ont finalement autant de pouvoir qu'un homme. Elles ont par contre deux choses extrêmement importantes à faire. La première, c'est leur fonction principale, elles doivent entretenir le feu sacré dans le temple de Vesta. Ça, c'est leur travail. Mais elles ont surtout une contrainte assez horrible. On leur donne l'égalité par rapport aux hommes, mais comme les Romains ne considèrent pas que les femmes sont au même rang ils vont les obliger à rester vierges toute leur vie. Elles ne peuvent pas se marier, elles ne peuvent pas avoir de rapports sexuels. Le cas échéant, elles sont condamnées à être enterrées vivantes. Rhea Silvia est donc une vestale, et elle aurait pu vivre une vie tranquille et permettre à son oncle de régner sur la ville. Simplement, elle était d'une très grande beauté. Et elle va attirer l'attention, à nouveau, d'un homme. Mais cet homme n'est pas réellement mortel, c'est un dieu. C'est Arès, le dieu de la guerre. Mars, chez les Romains. La petite particularité, c'est que dans la mythologie, Mars, il est marié à Vénus. Donc on voit que la famille retombe un petit peu sur ses pieds. Mars va avoir une aventure avec Rhea Silvia. Et comme bien souvent, quand une mortelle finit par succomber à un dieu, elle tombe enceinte. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Elle va cacher le plus longtemps possible sa grossesse, mais dès que son oncle apprend qu'elle est enceinte, il va la condamner à mort et la condamner à être enterrée vivante. D'après la mythologie, elle a le temps d'accoucher, elle accouche de 2 enfants, des jumeaux, Romulus et Rémus, qu'elle va confier finalement au fleuve, le Tibre, en les plaçant dans une panière pour pouvoir les protéger. Là encore, on y reviendra, c'est pas sans rappeler un autre mythe que nous verrons dans un autre chapitre qui parle d'un personnage qui s'appelle Moïse. Bien la preuve que souvent les éléments de la mythologie sont repris selon les cultures. Rhea Silvia est enterrée vivante, meurt, mais ses enfants sont sauvés. Et comme à chaque fois qu'on met quelque chose dans un fleuve, ça finit par être rejeté sur une des côtes. Et les 2 bébés sont découverts par une lupa. La lupa décide de prendre soin de ces 2 enfants. Alors la lupa, c'est un terme latin qui a 2 significations. La première, c'est la louve. C'est le mythe tel que vous connaissez, Romulus et Rémus élevés par une louve, qui deviennent des hommes et qui vont ensuite faire des grandes choses. L'autre terme de la lupa, c'est la prostituée, la femme qui vend son corps pour vivre. Et là, on réfléchit un petit peu. Qu'est-ce qui vous paraît le plus logique entre une femme prostituée et une louve qui élève un des enfants? Dans les 2 cas, finalement, ça serait possible. On a des cas d'animaux qui élèvent des enfants d'autres espèces, mais la logique vous fait réfléchir un petit peu. Et pourtant, on va garder la version la plus jolie, la plus colorée, pour faire un mythe finalement qui soit le plus agréable possible. Les 2 enfants sont donc élevés par la lupa, deviennent de jeunes hommes, mais de jeunes hommes qui font beaucoup de bêtises, qui s'entourent d'un groupe de compagnons qui sont spécialisés pour faire de mauvaises actions. Donc là encore, en réfléchissant, entre la louve et la prostituée, on se doute bien qui a le plus de chances d'avoir ce genre de fréquentation à cette époque. Nos garçons vont donc décider un jour de fonder leur propre cité. Simplement, comme souvent chez les jumeaux, une discorde va commencer à apparaître. Romulus décide de s'installer sur une colline, Rémus décide de s'installer sur une autre colline, et les compagnons vont se séparer en 2 clans pour fonder leur propre cité. Mais après coup, il va y avoir une grosse embrouille,
Les deux frères vont se battre, et au final, Romulus finit par tuer Rémus. Donc c'est sa ville, celle que lui il a fondée sur le Palatin, on y revient, qui va être choisie pour devenir la nouvelle ville dans laquelle ils vont vivre. Et cette ville va prendre son nom, il s'appelait Romulus, donc elle va devenir Rome. Simplement, cette ville, elle a un gros problème. Il n'y a que des garçons à l'intérieur. Donc ça va être compliqué de la faire vivre sur plusieurs générations. Plusieurs garçons ensemble, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'auront pas des enfants. Donc il faut qu'ils trouvent des femmes. La méthode a été employée à chaque fois qu'on a créé des colonies. Les garçons vont dans les différentes communautés, dans les différents peuples voisins, proposent d'épouser les filles de ces différents peuples. Sauf que là, ils ont tellement une mauvaise réputation qu'aucun roi n'accepte finalement de confier une partie des jeunes filles du village, des jeunes filles du royaume, à ces garçons-là. Donc Romulus va devoir faire appel à la ruse. Romulus va, avec ses compagnons, proposer à un peuple voisin, les Sabins, d'organiser une grande fête. Et lors de cette grande fête, on boit, on mange beaucoup, mais les Sabins ne réalisent pas que si eux boivent beaucoup, les compagnons de Romulus, eux, boivent très très peu. Et lorsqu'ils se réveillent le lendemain, ils ont une bonne gueule de bois, ils rentrent chez eux, et là ils découvrent avec horreur que leurs femmes sont très en colère, puisque toutes les filles de la communauté ont disparu. Ils décident de mener la guerre contre Romulus et ses compagnons, et d'après la mythologie, au moment où les deux groupes vont s'affronter et s'entretuer, les jeunes filles sortent de leur cachette et annoncent à leur père que, en quelques heures, elles sont tombées follement amoureuses de Romulus et de ses compagnons. Donc les pères sont ravis, c'est les joies de la mythologie. Les deux communautés vont fusionner, les Sabins et donc les habitants de la ville de Rome, qui va gagner des femmes et va donc pouvoir prospérer, se développer énormément. Par contre, il y a quelque chose qui est relativement intéressant. C'est que dans le calendrier des Romains, il y a une date qui a été fondée, enfin qui a été désignée, pour être le moment où Romulus aurait fondé Rome. Et selon notre calendrier à nous, ça serait arrivé en moins 753. Alors si vous vous souvenez bien, nous on a appris à convertir des dates en siècles. Moins 753, ça correspond au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et si vous vous souvenez ce qu'on a fait tout à l'heure, les premières traces qu'on a sur le Palatin de l'occupation de cette colline, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit bien qu'on a construit un mythe de toutes pièces. C'est une croyance. Si vous y croyez, c'est vrai. Si vous n'y croyez pas, ce n'est pas vrai. Mais on s'est servi dans tous les cas d'éléments réels, de choses qu'ils ont connues, pour tisser petit à petit une histoire. Un peu comme vous, quand vous grossissez une aventure ou une histoire qui a pu se passer au collège ou ailleurs. Donc c'est comme ça que les mythes fondateurs vont généralement se développer et se diffuser. Et généralement expliquer, en glissant des dieux au passage, pourquoi la ville est appelée à devenir aussi puissante, aussi importante. Puisque Rome, que l'on prenne la partie archéologique ou la partie mythologique, à partir de la suite du règne de Romulus ou de la suite du règne des rois étrusques, on va avoir finalement un développement de la ville. Je vous remercie de votre attention, la suite au prochain épisode.